Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 8 octobre 2014. Il est 14 h à Chicago aux États-Unis, 21 h à La Haye aux Pays-Bas, 19 h à Monrovia et 20 h à Libreville, la capitale gabonaise, où vous est présentée cette nouvelle édition du journal télévisé du soir sur votre nouvelle chaîne généraliste panafricaine, Canal 7. Au sommaire de cette édition, trois titres principaux. Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, est arrivé à La Haye aux Pays-Bas mardi. Il est entendu ce mercredi par la Cour pénale internationale. C'est la première fois qu'un chef d'État d'exercice est entendu à la CPI. En Espagne, près d'une dizaine de personnes suspectées d'être contaminées par le virus Ebola ont été internées. Dans le pays, c'est l'indignation et la colère alors que la panique s'installe. Les éliminatoires de la CAN 2015 seront à leur troisième journée samedi et dimanche sur le continent africain. Quelques matchs pourraient être décisifs pour la qualification. Nous le verrons avec Willy Tonangoy de Bambera. À présent, le développement des titres de cette édition. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est présenté ce mercredi à la Cour pénale internationale pour prendre part à l'audience baptisée Conférence de mise en état. C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice comparaît devant la justice internationale. Plusieurs Kenyans de toutes les classes sociales se sont mobilisés depuis l'arrivée de Uhuru Kenyatta la nuit précédente aux Pays-Bas pour exprimer leur soutien à leur président. Ouye la bagarre est au commentaire. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a comparu ce mercredi matin devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Ce fait est inédit puisque c'est la première fois qu'un chef d'État en cours de mandat se présente devant la haute instance judiciaire internationale. Le dirigeant africain est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2007 et accusé de crimes contre l'humanité. Il y a 7 ans, la réélection à la tête du pays du président sortant Mwai Kibaki avait été largement contestée par le peuple. Ce déni avait plongé le Kenya dans une crise qui s'est rapidement transformée en guerre ethnique et causé 1000 décès et 600 000 déplacements de population. Uhuru Kenyatta a cependant reçu, depuis son arrivée sur le territoire hollandais dans la nuit de mardi, le soutien de nombreux Kenyans. La personne responsable de tout cela est dehors sans justice. Les victimes recevront la justice quand cette personne apparaîtra devant la CPI. Uhuru n'a rien à voir là-dedans. La Gambienne Fatou Bensouda, procureure de la CPI, était également présente à l'audience. Elle a fait état du manque de coopération de Nairobi, qui refuse de faire parvenir à La Haye les relevés bancaires et téléphoniques du chef de l'État. Selon la magistrate, ces éléments à charge pourraient prouver la culpabilité de Uhuru Kenyatta. Les juges de la CPI déplorent le manque de preuves résultant de la rétractation de 7 témoins de l'accusation. Le vice-président William Ruto, à qui Uhuru Kenyatta a délégué ses pouvoirs pour la période de son séjour à La Haye, fait également l'objet d'une procédure judiciaire similaire depuis la fin de l'année 2013. Au regard de ces faits, l'Union africaine avait accusé la Cour pénale internationale de ne poursuivre que les dirigeants africains et avait demandé le retrait des charges à l'encontre des 2 hommes d'État kenyans. En Somalie, l'armée de ce pays et les troupes de l'Union africaine sécurisent depuis hier le port de Barawe, capitale économique des Chebab. Ces derniers ont évacué leurs combattants vendredi dernier face à l'avancée de l'armée somalienne et de la MISOM. Cependant, même absents et affaiblis, ces islamites restent une menace pour la région. Larissa Faltraoré s'en fait l'écho. Alors que les forces de l'Union africaine et les soldats somaliens se préparent à reprendre le port de Barawe, principale source de revenus des Chebab, les miliciens islamistes auraient fui la ville portuaire. La prise de cette ville emblématique est un coup dur pour les Chebab, un mois seulement après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi, tué par une frappe aérienne américaine. Ces islamistes chassés de Mogadiscio ont essuyé une série de défaites militaires face à la MISOM. On fuit les villes capturées et nous demandons aux Somaliens et aux pays voisins d'être très vigilants car ces militants déplacés sont une menace pour les Somaliens, pour la région et pour le monde en général. C'était une ville particulièrement stratégique et importante pour le gouvernement de Somalie, comme vous le savez. Tout d'abord, c'était la capitale d'Al-Shabaab, là où les chefs avaient pour l'habitude de se rencontrer pour préparer des attaques terroristes en Somalie et dans les pays voisins. Toutefois, à mesure que les Chebab perdent du terrain, ils sont plus que jamais déterminés à montrer leur capacité de nuisance à travers des attaques complexes et spectaculaires. Un acte calculé pour regagner l'initiative militaire,
inciter les troupes kenyanes à se retirer de la Somalie et décourager les pays qui voudraient envoyer des troupes sur les lignes de front. Les milices islamistes continuent donc de contrôler de vastes zones rurales ainsi que de nombreux axes routiers reliant les localités conquises par les troupes somaliennes et l'Union africaine. Même affaiblis, les Chebabs restent une menace importante pour la sécurité en Somalie et dans la région. Un hommage a été rendu ce mardi à Bamako. 9 casques bleus nigériens victimes d'une attaque djihadiste. Ils ont perdu la vie le 3 octobre dernier dans le nord-est du Mali. Au cours de la cérémonie funéraire, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Hervé Lassou, a mis en garde les auteurs de l'attaque en évoquant le châtiment qui leur pendait au nez. Un peu plus tard dans la journée, il a annoncé des nouvelles mesures dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali. Commentaire de Uriel Abaga. Une cérémonie funéraire a été organisée dans la matinée de mardi à Bamako en hommage aux 9 casques bleus nigériens qui ont succombé à la suite d'une attaque à Gao dans le nord-est du Mali. L'assaut revendiqué par un djihadiste proche du Mujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest lié à la nébuleuse Al-Qaïda, a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine, plus précisément le 3 octobre dernier. Cette commémoration sépulcrale qui s'est déroulée sur le parvis du siège de la mission onusienne au Mali a été marquée par la présence de Hervé Lassou, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, des responsables de la mission des Nations Unies au Mali et de plusieurs autorités du pays dont les ministres Ba Ndao et Abdoulaye Diop, respectivement en charge de la défense et des affaires étrangères. Hervé Lassou a profité de l'occasion pour affirmer la détermination des Nations Unies à punir les coupables de l'attaque. Que les responsables ne l'ignorent pas, ils seront châtiés, ils seront poursuivis, ils paieront l'ignominie des actes qu'ils ont commis. Un peu plus tard dans la journée, le secrétaire général adjoint de l'ONU a annoncé le durcissement du dispositif de la MINUSMA dans le nord du Mali. Cette décision intervient après une série d'escarmouches dont la dernière a eu lieu le jour même, faisant passer un militaire sénégalais de vie à trépas. Après l'oraison funèbre et l'incontournable musique aux morts, les 9 cercueils ont été transportés à l'aéroport de Sénou, dernier acte avant le retour dans leur pays natal de ces soldats tombés sur le front de la lutte contre le terrorisme. Pour contrer le ménage du groupe islamique Boko Haram, dont la montée en puissance constitue un danger permanent pour la vie des populations, les chefs d'État du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Bénin et le ministre camerounais de la Défense se sont réunis mardi à Niamey, formulant ainsi le souhait de mettre en place une stratégie globale afin de mieux mutualiser les capacités opérationnelles et de renseignement de leurs armées respectives. Les détails avec Marina Mendeman. Au total, pas moins de 6 chefs d'État ont répondu présents au sommet régional de Niamey mardi dernier. Mahamadou Issoufou, président du Niger, Idriss Déby du Tchad, Goodluck Jonathan du Nigeria, Thomas Yayi Boni du Bénin, ainsi que Edgar Alain Mebengo, ministre de la Défense du Cameroun, représentant le président Paul Biya. Afin de répondre de façon adéquate aux attaques du groupe terroriste islamiste Boko Haram, ces chefs d'État ont tenu à mettre en place une stratégie multinationale. Une stratégie commune et un concept opérationnel commun doivent nous permettre de mieux mutualiser nos capacités de renseignement et nos capacités opérationnelles. À l'issue de cette rencontre, il est à souligner que 700 soldats des armées du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun composeront cette armée régionale. Mais le Bénin, l'un des organisateurs de cette rencontre, ne s'est pas prononcé. Pour rappel, le groupe islamiste Boko Haram a déjà tué près de 10 000 personnes au cours des 5 dernières années. Dans le même ordre d'idées, ce groupuscule armé a aussi provoqué le mouvement de 700 000 déplacés, dont 100 000 réfugiés dans une zone aride située dans l'est du Niger. À ce jour, Lagos a annoncé que 25 villes situées dans le nord-est du Nigeria étaient contrôlées par ce groupe islamiste. Au Soudan du Sud, après des affrontements entre les autorités soudanaises et les musulmans en décembre dernier, et en fait plusieurs victimes, l'absence de pluie et l'insécurité alimentaire gagnent du terrain, plongeant ainsi les populations soudanaises dans une dramatique tourmente alimentaire. Le récit de Larissa Fall Traoré. Les conflits qui ont éclaté au sud du Soudan entre les forces gouvernementales et les rebelles arabes en décembre dernier ont fait plusieurs morts, déplacés et réfugiés, causant ainsi la vulnérabilité des populations, lesquelles voient leurs conditions de vie déjà désastreuses et se déliter davantage avec l'absence de pluie.
Plus de 7 millions de personnes se trouvent donc exposées au risque d'insécurité alimentaire, dont 4,9 millions ont besoin d'une aide humanitaire, même si aucune déclaration de famine n'a encore été faite jusqu'à ce jour. Il y a une insécurité alimentaire, mais pas de famine à proprement parler. Aucune famine n'est déclarée sur la base des données disponibles au mois de septembre. Donc je vais m'abstenir de toute spéculation vis-à-vis de ce qui va se passer lorsque nous serons plus loin dans la saison sèche. Je pense que nous devons nous en tenir aux faits. Toutefois, bien qu'aucune famine n'ait été déclarée, il y a une insécurité alimentaire dans certaines zones du pays. Ces défis sont à la fois internes et externes. Et pour réussir la mission que l'on nous a confiée, nous avons besoin de la coopération et du soutien de toutes les parties concernées au Soudan du Sud, le gouvernement, l'opposition et les groupes d'intérêt. Le Soudan du Sud est sans doute devenu indépendant, mais l'urgence d'une sécurité alimentaire se pose avec acuité. Il reste que des défis majeurs sont à relever dans cette partie du monde, mais une implication effective de toutes les parties prenantes est nécessaire afin de sortir les populations de cette potentielle et dramatique tourmente alimentaire. Sur le continent africain, nous nous rendons vers la péninsule ibérique, c'est-à-dire dans le sud de l'Europe. Les personnels de santé de l'hôpital Carlos III de Madrid ne cachent pas leur stupeur et leur inquiétude après la contamination par le virus Ebola d'une aide-soignante. Cette dernière avait soigné en août et en septembre 2 missionnaires rapatriés en Espagne, mais décédés aujourd'hui, après avoir été infectés par la fièvre hémorragique. Un élément d'Abdulaziz Maïga. L'inquiétude et l'incrédulité sont de mise en Espagne depuis l'annonce lundi du premier cas de contamination d'Ebola hors d'Afrique. Aussitôt, les premières critiques du système de protection mis en place par Madrid ont fusé. La porte-parole de la centrale syndicale indépendante des fonctionnaires a dénoncé le manque total de contrôle de la situation à l'hôpital. Elle a en outre affirmé que les infirmiers assistaient à une formation express insuffisante selon eux de 15 minutes avant de traiter les patients. Nous n'avions pas les infrastructures pour gérer un virus de cette ampleur. Le rapatriement a lieu, le père Pageres est admis à l'hôpital Carlos III et un hôpital de campagne est créé dans la plus totale improvisation. Les protocoles n'ont pas fonctionné. Les protocoles prévoyaient des équipements de protection individuelle et des moyens de prévention pour les professionnels qui seraient en contact direct avec le patient. Les professionnels n'ont pas reçu de formation préalable pour traiter ce patient et dans ce nouveau cas, nous allons nous retrouver dans la même situation. De son côté, le gouvernement espagnol, par le truchement de son ministre de la Santé, Ana Mato, a appelé au calme, tandis que le représentant de l'hôpital Carlos III se voulait rassurant. À un moment, il y a eu une défaillance dans le protocole. Il faut l'identifier. Ce qui est sûr, c'est que ce sont de grands professionnels. Une étude commandée par la Commission européenne a conclu que le risque d'une propagation d'Ebola sur le vieux continent à partir d'un malade évacué d'Afrique était extrêmement faible. L'estimation est fondée tant sur le mode de transmission de la maladie, qui suppose un contact direct avec les 5 S, sperme, sel, sang, sueur et salive, que sur la qualité de la prise en charge médicale et sanitaire en Europe. D'une capitale européenne à une autre. Plus d'une semaine après la grève des pilotes de la compagnie aérienne Air France, les tractations ont repris ce mardi autour du projet Transavia. La direction a convoqué une réunion avec les différents syndicats de l'entreprise pour leur présenter son plan de développement de la compagnie low cost, laquelle fut à l'origine du mouvement d'humeur des agents le mois dernier. Reportage de Dina Koussou. Les négociations ont repris ce mardi chez Air France autour de Transavia. C'est ce qui ressort de l'échange entre la direction et les différents syndicats de la compagnie aérienne. Les responsables de la structure ont tenu à exposer aux syndicats leur plan de développement pour la compagnie low cost à l'origine de grèves ayant duré près de 14 jours en septembre dernier. En outre, une rencontre entre les syndicats d'Air France, toutes catégories confondues, s'est tenue hier après-midi à l'initiative du SNPL,
le principal syndicat de pilotes. Les syndicalistes ont donc tenté de rassembler la base en vue de faire front commun face à la direction, laquelle ambitionne aujourd'hui de créer une société baptisée Transavia Company, une entité juridique différente de Transavia France. Rappelons qu'en juillet dernier, Transavia Company, dont le siège social se situe à Roissy, a changé ses statuts pour passer d'une activité de conseil à l'exploitation de services de transport aérien de personnes, selon le syndicat national du groupe Air France. Le prix Nobel de chimie 2014 a été décerné mercredi aux Américains Eric Benzies et William Moiner et à l'Allemand Stephen Hell qui ont amélioré la puissance du microscope lui permettant de voir l'extrêmement petit. Les trois chercheurs ont été récompensés pour le développement de la microscopie à fluorescence à très haute résolution, a indiqué le jury dans son communiqué. Ces limites de 2,01 nanomètres, c'est-à-dire 0,2 milliardième de mètre, avaient été théoriquement posées par l'Allemand Ernst Abbe en 1873. Mais plus d'un siècle plus tard, le moins qu'on puisse dire est que la science a fait un grand bond en avant. Aidés par des molécules fluorescentes, les lauréats du Nobel de chimie 2014 ont contourné avec ingéniosité ces limitations. Le travail pionnier a fait entrer la microscopie optique dans la dimension nanométrique, a souligné le jury. Les recherches couronnées par ce prix de chimie ont abouti récemment et vaincu le scepticisme de nombreux scientifiques. La saison des Nobel se poursuivra demain avec l'attribution du prix de littérature. D'un Nobel à un autre. Nobelisé il y a un quart de siècle, mais conduit par un nombre croissant de chanceliers occidentales soucieux de ménager la Chine, le Dalai Lama, retiré de la vie politique, apparaît de plus en plus isolé dans son exil indien. Reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Une cérémonie à Dharamsala, en Inde, pour marquer les 25 ans du prix Nobel de la paix décerné au Dalai Lama. Depuis plus d'un demi-siècle, c'est ici que le chef des Tibétains en exil lutte pour leur cause. Les négociations avec la Chine n'ont pas permis de progrès notables et les espoirs du chef spirituel reposent désormais sur le président chinois Xi Jinping. À Paris, il a publiquement dit que le bouddhisme représentait une partie importante de la culture chinoise. Et ensuite, à New Delhi, il en a reparlé et il a redit ça. C'est quelque chose de très nouveau qu'un dirigeant du Parti communiste s'exprime sur la spiritualité. Alors nous verrons, j'ai un peu d'optimisme, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. 55 ans après l'invasion de ce territoire himalayen par la Chine, les dirigeants du Tibet aspirent pacifiquement à un statut d'autonomie. Mais ces dernières années, des dizaines de Tibétains se sont immolés par le feu, révélant un sentiment de désespoir chez une partie de la population. Certains réclament une indépendance totale et une approche plus radicale. Des méthodes de militantisme non violent, beaucoup plus agressives et de confrontation peuvent être proposées et défendues, comme ce que Gandhi a fait lui-même et qui lui a valu la prison. Cela avait entraîné une mobilisation massive à travers l'Inde. Ces méthodes de désobéissance civile peuvent être utilisées en Chine et aussi au Tibet. Alors que la Chine utilise sa puissance économique pour faire pression sur les diplomaties étrangères, le soutien international pour le Tibet faiblit. Cette année, la Norvège, qui lui avait attribué son prix Nobel, a snobé le Dalai Lama, tandis que le gouvernement sud-africain a refusé de lui délivrer un visa. Pour les dirigeants tibétains, le salut ne pourra venir que de l'intérieur. Maintenant, la troisième génération de Tibétains est arrivée au Tibet. Ces jeunes n'ont pas vu le Dalai Lama. Ils n'ont pas non plus rencontré les dirigeants en exil. Mais leur sens d'appartenance à l'identité tibétaine, leur sens du dévouement, de détermination, d'engagement pour la cause tibétaine sont très forts. Même si le Dalai Lama a abandonné son rôle politique, pour les Tibétains, cette personnalité respectée galvanise le mouvement pacifiste contre la domination chinoise. Difficile de savoir à quoi ressemblera la lutte une fois qu'il aura disparu. À présent, la page culturelle de ce journal. Le combiné Festival de l'Aroa, nom d'une ville ghanéenne, où la fête des récoltes gagne du terrain au fil des années. Pour la 37e année consécutive, l'édition 2014
aurait tenu toutes ses promesses. Les participants venus de tous les pays du Ghana, mais aussi des pays de la sous-région et même de l'Occident, ont pu apprécier le combiné festival devenu d'identité culturelle du groupe ethnique d'Agara, résident au Ghana. Graman Dadian était à la Roi. Voici son reportage. Le ton est ainsi donné pour le Kobiné Festival 2014, 37e édition. Une pratique ancestrale pour marquer le début des récoltes dans le district de Laura, composé essentiellement du groupe ethnique d'Agara. Mais toute personne sans exception peut participer à cette fête qui marque le début des récoltes. Et chaque année, nous travaillons à réunir plus de monde. Cette fête annuelle qui se tient courant septembre à octobre se veut plus culturelle. Et parmi les invités cette année, l'on compte des autorités politiques et administratives, des chefs coutumiers des différentes communautés ghanéennes, mais aussi des personnalités venues d'autres pays d'Afrique et du reste du monde. Sortis des chasseurs d'oiseaux et danses traditionnelles, il y a eu de quoi susciter l'admiration des participants durant les 3 jours de festivités. Il y a beaucoup de pratiques qui sont restées anciennes au niveau de Laura et du Ghana d'une manière générale, que nous avons perdu et que nous travaillons à redécouvrir. Devenue une fête d'envergure internationale sous le règne de cet homme, Sa Majesté Carbo II, décédé en 2004. Un hommage particulier lui a été rendu à l'occasion. Nous poursuivons cette édition avec la page culturelle. Les bureaux du Centre culturel français de Gaza se sont consumés en début de semaine. Un incendie causé par des réservoirs d'essence conservés pour alimenter l'institution d'électricité. Heureusement, il n'y a pas dénombré des pertes humaines, mais en revanche, des dégâts matériels sont à déplorer. Un élément de Roland Diago. Les locaux du Centre culturel français de Gaza ont été la cible en ce début de semaine d'un incendie. Des flammes causées par des réservoirs d'essence défectueux, selon des responsables palestiniens, seraient à l'origine de cet événement malheureux. En raison de coupures d'électricité intempestives que subit la bande de Gaza, le Centre culturel français conservait de nombreux générateurs et jerrycans de carburant pour s'alimenter. Certaines personnes expliquent que ceux-ci ont explosé 2 fois, puis les flammes ont envahi le bâtiment sinistré. Heureusement que ce dernier était vide à cause de l'Aïd al-Adha, l'une des grandes fêtes musulmanes. Iyad al-Bozoum, le porte-parole du ministère de l'Intérieur de Gaza, a confirmé les causes de cet incendie en affirmant qu'une enquête avait été ouverte par la police qui s'était rendue sur les lieux. Jusqu'au petit matin, les flammes continuaient de consumer le bâtiment, tandis que les sapeurs-pompiers, avec l'aide de la population, tentaient de circonscrire le feu pour éviter encore plus de dégâts matériels. Contrairement au Centre culturel français basé sur le continent africain, celui de Gaza n'est pas géré par des ressortissants français. Les missions diplomatiques et bâtiments hexagonaux ont été placés en alerte spéciale depuis le début des enlèvements et des exécutions des étrangers par les djihadistes de l'État islamique et leurs alliés. Au plan spirituel, à cette période de fête bouddhiste, les paysans thaïlandais quittent leur lisière le temps d'une course de buffle, solution de remplacement aux compétitions hippiques très populaires en Thaïlande. Un reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Dao se prépare en coulisses pour le spectacle. 2 assistants l'accompagnent pour ce concours de beauté d'un genre particulier organisé en Thaïlande. Ici, les prétendants au titre n'ont pas à répondre à des questions face au public. Ils se contentent de défiler dans leur parure de lumière à travers les rues de la ville. Leur but, impressionner le jury. La parure doit avoir une histoire à raconter. Il faut qu'il y ait plusieurs ornements et le buffle doit faire preuve d'intelligence. Ce festival annuel est organisé depuis 150 ans à l'occasion de la fin du carême bouddhiste. On y célèbre la beauté, mais aussi la rapidité. Les courses de ces animaux paisibles, plus habitués à travailler dans les rizières, attirent des centaines de curieux chaque année. Le phénomène est dénoncé par les organisations de défense des animaux, des critiques injustifiées selon les organisateurs. S'il n'y avait pas ces courses, il n'y aurait plus de buffles en Thaïlande, car leurs propriétaires ne les utiliseraient plus. Si nous les préservons, nous pouvons les utiliser pour labourer, faire du commerce, mais aussi pour les concours. Et ainsi, ils valent cher, car les gens veulent les élever.
Les jockeys peuvent participer au concours à partir de 9 ans seulement. La course est pourtant assez dangereuse et les blessures fréquentes. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur. Mais maintenant, je suis plus expérimenté et je n'ai plus peur. Les buffles font partie du décor dans la campagne thaïlandaise. Ce festival les transforme en stars, ne serait-ce que pendant une journée par an. Dans le registre sportif, la Tunisie abritera la 36e édition du championnat d'Afrique de handball hommes et dames, prévu du 8 au 19 octobre prochain. Ce sont au total 11 clubs répartis en 2 poules venant de différents horizons qui prendront part à ce grand rendez-vous sportif. La Confédération africaine de handball a décidé de scinder les équipes en 2 poules, une avec 6 clubs et la deuxième avec seulement 5 clubs. Les détails avec Michel Jueyi. La Tunisie abritera du 8 au 19 octobre prochain la 36e édition du championnat d'Afrique de handball dans les catégories hommes et dames. Dans le cadre de ce grand rendez-vous sportif qui réunit tous les 2 ans, depuis 1974, les meilleures équipes africaines de handball, à la suite du désistement des dernières minutes de plusieurs clubs, seulement 11 équipes seront en lice dans ce tournoi. La Confédération africaine de handball a décidé de scinder les équipes en 2 poules, l'une avec 6 clubs et la deuxième avec 5 clubs. À cet effet, dans le groupe A, nous retrouverons l'Espérance de Tunis de la Tunisie, Mouldia Marrakech du Maroc, Primero d'Acosto de l'Angola, Stade Mondji du Gabon, Al Jazeera Club de la Libye et Pyramide du Nigeria. Tandis que dans le groupe B, les forces en présence sont le Club africain de la Tunisie, Al Ahly d'Égypte, les FAP du Cameroun, Wydad Smara du Maroc et Al Hilal de la Libye. Les organisateurs ont affirmé lors du tirage au sort que toutes les mesures avaient été prises afin d'assurer le déroulement de la compétition dans les meilleures conditions. Par ailleurs, ces derniers ont précisé que les équipes seront hébergées à Hammamet, tandis que les rencontres se dérouleront dans les salles de cette dernière ville, à Benikiar, au Palais des Sports d'El Mensa et à la salle de Zaoui. Le président de la Confédération africaine, Mansourou Aremou, s'est réjoui de l'organisation mise en place. Le lancement officiel de cette compétition aura lieu ce jeudi à Tunis avec des doubles confrontations. Ce dernier, décédé mercredi dernier, sera inhumé vendredi après la prière d'Asler à Al-Madia. Mesdames et messieurs, depuis hier, nous vous annonçons le complément de notre dispositif d'information avec le fait de l'actualité. Aujourd'hui, le 7 en plus de cette édition est consacré aux chances de qualification des Panthères du Gabon, puisqu'elles joueront ce samedi à Libreville face au Burkina Faso. C'est un remake des éliminatoires de la CAN 2013. Regardons d'abord ce reportage de Willy Tolangoy de Bambera qui nous rappelle que la route pour la phase finale de la CAN de football 2015 au Maroc est encore longue. Pour y parvenir, l'équipe doit passer par des éliminatoires. Jingle et Maïto. Les éliminatoires de la CAN Orange 2015 et on s'attend à des confrontations très intéressantes comme celle du Sénégal face à la Tunisie pour le leadership du groupe G. Les Lions indomptables du Cameroun, qui restent sur une série de 2 victoires consécutives, vont se mesurer à la Sierra Leone en espérant rester sur leur bonne lancée. L'Algérie, qui s'est imposée devant l'Éthiopie et le Mali lors de ses 2 premières sorties, se déplace pour aller défier le Malawi. Le Nigeria, fragilisé, sera l'invité du Soudan. Pour les Super Eagles, il est plus qu'impérieux de gagner afin d'éviter une élimination précoce. Les Panthères du Gabon, quant à elles, reçoivent les étalons du Burkina Faso. Dans ce duel au cœur de la savane africaine, les Panthères partent légèrement favorites compte tenu du fait qu'elles jouent à domicile. Mais il va falloir pour elles courir très vite pour mettre la patte sur les pur sang qui font la course en tête du groupe avec 6 points au compteur. Enfin, 2 autres belles affiches sont à surveiller. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire et Guinée-Ghana. Alors, Willy Tolangoy de Bambera, nous nous ferons plaisir de vous accueillir sur ce plateau dans le cadre du 7 en plus qui complète nos éditions d'information de ce soir. Les Panthères du Gabon affrontent l'équipe du Burkina Faso ce samedi à Libreville. Quelles sont les forces et les faiblesses des Panthères à la veille de ces rencontres capitales? Voilà, bonsoir Michel.
Alors, en ce qui concerne les forces, surtout du Gabon, elles viendront au niveau du milieu de terrain avec un Bingui Samson et un Lévi Madinga qui ont été très éblouissants au cours des 2 dernières rencontres des Panthères du Gabon. Et en ce qui concerne les faiblesses de l'équipe gabonaise, on les retrouve beaucoup plus en défense, avec une équipe qui a souffert défensivement lors de sa première sortie face à l'Angola, ici à Libreville, mais aussi qui a concédé un but au Lesotho lors de sa 2e sortie. Donc sur ce 2 plans, le Gabon possède non seulement des forces, surtout aussi avec Aubameyang sur le plan offensif, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants au monde et qui va, au cours de cette rencontre, essayer de montrer, même si au départ, déjà depuis le début de la compétition, il n'a pas encore marqué, mais il est fort probable qu'il puisse faire la différence au cours de cette rencontre samedi. Mais Willy, s'agissant d'Aubameyang, on se rend compte qu'autant à l'étranger dans son club allemand, il est un grand artificier, autant dans la sélection nationale, on a souvent l'impression qu'il est en demi-teinte. Comment pouvez-vous expliquer ces contre-performances quand il joue au sein de l'équipe nationale gabonaise? Il est question de complémentarité, Michel. D'autant plus que, bon, pour l'instant, l'équipe gabonaise n'a pas encore retrouvé cette cohésion. Le coach vient d'être nommé, il est à sa 2e rencontre avec l'équipe nationale. Aubameyang retrouve certains joueurs qu'il ne connaît pas encore. Donc, pour dire, Aubameyang, la prestation est un tout petit peu à demi-teinte avec cette équipe du Gabon, tout simplement parce qu'il faut du temps, il faut cette habitude avec les partenaires. Alors, deuxième question, oui, par rapport aux éliminatoires de 2013 pour la même compétition, le contexte de la rencontre de ce week-end est-il différent de celui de l'année 2013? On peut dire que oui, il est vraiment différent, d'autant plus que, bon, pendant ces éliminatoires de 2013, le Gabon sortait de la co-organisation de la Coupe d'Afrique de 2012 avec la Guinée équatoriale. Et là, le Gabon, qui avait été éliminé en quart de finale, était encore un tout petit peu sous le coup de cette élimination, d'autant plus que le quart de finale est le meilleur niveau de l'équipe du Gabon en Coupe d'Afrique. Alors aussi, le Gabon s'est vu retirer des points par rapport à l'affaire Charlie Moussono qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc la confrontation contre l'équipe du Burkina Faso au cours des éliminatoires 2013, aujourd'hui, on peut comprendre que le Gabon est mieux outillé, il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau coach, ça veut dire tout simplement une nouvelle façon de jouer au football. Alors oui, dernière question, les Panthères peuvent-elles l'emporter aisément le week-end prochain? Et à contrario, est-ce que les étalons de Burkina peuvent-ils créer la surprise? Cela ne va pas être une partie facile pour l'équipe du Gabon. C'est vrai qu'elle peut faire la différence ici à Libreville. Mais derrière, il va falloir se méfier de cette attaque à outrance que constitue l'équipe du Burkina Faso avec Jonathan Pitroapa et Alain Traoré qui Bansé aussi, qui sont des garçons extrêmement dangereux. Donc, d'un autre côté, c'est une équipe du Burkina qui viendra et on sait qu'elle s'est voyagée. Elle a réussi à s'imposer déjà en Angola 3-0 face au Negras Palancras et aussi cette victoire à domicile contre les Lesotho, tout simplement. Et là, on sait que ici à Libreville, cela va être aussi pas vraiment une partie du plaisir pour le Burkina, mais qu'en face, il y a une équipe du Gabon qui peut réagir, d'autant plus qu'elle est en retard en ce qui concerne le nombre de points dans cette compétition, dans ce groupe. Merci Willy. Mesdames et messieurs, après avoir écouté Willy Tolangoy de Bambara, l'une des grandes voix de notre rédaction, nous allons vous rappeler les titres de cette édition d'information. Le président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé à La Haye aux Pays-Bas mardi. Il est entendu ce mercredi par la Cour pénale internationale. C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice passera sous le grille de cette juridiction planétaire. En Espagne, près d'une dizaine de personnes suspectées d'être contaminées par le virus Ebola ont été internées. Dans ce pays, c'est l'indignation et la colère alors que la panique s'installe. Les éliminatoires de la CAN 2015 seront à leur 3e journée samedi et dimanche sur le continent africain. Quelques matchs pourraient être décisifs pour la qualification. Willy Tolangoy de Bambara nous a gratifié de ses analyses. Mesdames et messieurs, au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe technique, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à suivre notre journal du soir. Tout en vous souhaitant de passer une agréable soirée, nous donnons rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir et à très bientôt.